nouveau numéro de Discast, votre émission qui vous apporte de la lumière sur l'actualité en RDC et à travers le monde. Bonjour à vous, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Nous recevons pour vous aujourd'hui un grand homme d'État, un homme politique. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Industrie de 2016 à 2019. Il a, outre ses fonctions, assuré le poste de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, autorité morale du Front national de fédéralistes du Congo, FONAFEC en sigle. Il s'agit de l'excellence Marcel Ilunga Léou, à qui nous disons bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez un si long parcours. Pouvons-nous commencer par l'évaluer? Pouvez-vous évaluer vous-même votre parcours, ce travail que vous avez rendu à la nation congolaise? Oui madame, il est tout à fait difficile d'évaluer soi-même le parcours du travail effectué. Mais ce que je sais, j'ai fait partie d'abord du gouvernement de Sami Badibanga et ensuite le gouvernement de Tibala. Et dans ce gouvernement, j'étais toujours au ministère de l'Industrie. Comme vous le savez, c'est un gouvernement qui avait une mission ou des missions précises. C'est un gouvernement qui a été mis en place par le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, pour d'abord organiser les élections, ensuite pour améliorer le vécu quotidien de notre peuple. Et au niveau de l'industrie, j'ai fait ce que je pouvais faire. Dans le cadre de la continuité, il y a plusieurs actions que j'ai menées dans le sens de pouvoir promouvoir l'industrie locale. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait des problèmes au niveau des Loufous. Le ciment entrait comme on voulait, sans payer les impôts et taxes. Et toute la production locale était totalement concurrencée. Et nous avons fait un effort en tant que ministère de l'Industrie pour protéger l'industrie locale. Que ce soit dans les domaines de fer, à béton, que ce soit dans les domaines du ciment, que ce soit dans les domaines de la bière, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs articles que nous avons pu protéger, et c'est la grande mission de l'industrie ou du ministère de l'Industrie. Ensuite, nous avons tenté de promouvoir l'industrie à travers l'implantation des zones économiques spéciales. Je suis de ceux qui ont fait aboutir ce processus, et au moment où nous parlons ici, on est en train de mettre en place ces zones économiques spéciales. Il y a aussi les contacts que nous avons eus avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et dans ce cadre-là, nous avons signé des contacts importants qui vont aboutir pratiquement à la signature de ce qu'on peut appeler le programme pays. C'est un programme pays, c'est un programme qui reprend un ensemble de projets qui doivent être financés et soutenus par l'Organisation des Nations Unies pour l'industrie. Donc, je ne peux pas m'étendre très longuement là-dessus. Et sinon, ce que nous avons fait, c'est beaucoup. C'est dans une émission très élaborée. Je peux vous donner d'une manière détaillée ce que nous avons pu faire en tant que ministre de l'Industrie. Pouvez-vous, nous dire de toutes vos expériences, de toutes ces expériences, de tout votre parcours, quelle est l'expérience qui vous a beaucoup plus marqué? L'expérience réussie et applaudie par le peuple? Oui, madame, il vous souviendra qu'avec le gouvernement de la République, j'ai réussi à me battre pour faire passer le décret portant interdiction de l'importation, de l'utilisation et de la consommation des emballages en plastique. Ça, c'est une expérience, je me suis battu, j'ai connu suffisamment de problèmes, combattu par beaucoup de gens dans ce domaine, mais j'ai réussi quand même à imposer ça à plus ou moins 60%. On ne voyait plus dans les supermarchés les sacs en papier et ça tendait à la disparition. Et si on n'a pas pu atteindre le 100%, c'était par manque de moyens. C'est une opération qui nécessite suffisamment de moyens et incorporer... Est-ce que la RDC manque le moyen pour financer une si grande campagne qui n'allait que dans l'essence de ses intérêts? N'oublions pas que nous étions pendant la période où on préparait les élections. Et tout le peu de moyens disponibilisés par la République, par le gouvernement, devraient aller pour financer les élections. Et comme vous le savez, ces élections ont été financées sur fonds propres du gouvernement de la République. Il y a des circonstances atténuantes, mais je sais que mon successeur prendra
taureau par les cornes, il va continuer avec le processus jusqu'à ce qu'on va éradiquer totalement l'utilisation des sacs papier en plastique. Mais prenons seulement cet exemple. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant? Vous entrez dans un supermarché, on vous sert de la marchandise dans des emballages en plastique, de sachets que vous aviez tant combattu. Dans si peu de temps, cette histoire est revenue. C'est comme si vous n'aviez rien fait. C'était comme un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que ça vous fait? Madame, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons les méfaits de ces emballages en plastique. Et à ce titre-là, d'abord, la population devrait s'approprier cette mesure, de sorte qu'ensemble, avec le gouvernement de la République, qu'on fasse tout pour éradiquer ça. Parce que les effets néfastes sont multiples, madame. Et nous connaissons des inondations aujourd'hui. C'est à cause de ça. Les caniveaux sont pratiquement pleins de quoi? Des bouteilles, de sachets en plastique. Je crois que ça me fait excessivement mal, mais j'ai la foi. J'ai la foi, madame, dans le gouvernement actuel, Ilunga Ilunkamba, avec mon successeur que je connais bien, Julien Paluku, c'est un brave homme. Il va reprendre le taureau par le corne dans le cadre de la continuité des actions de l'État, afin de pouvoir faire aboutir cette mesure qui a été prise, du reste salutaire. Parce que vous avez évoqué Julien Paluku, votre successeur, eh bien, nous le savons tous, il a dernièrement publié sa politique d'industrialisation. Étant son prédécesseur, vous avez suivi cette politique. Et quelle lecture faites-vous de cette idée, de sa manière en fait de transformer l'industrie congolaise? Madame, je suis très heureux de voir un homme important comme Julien Paluku faire ce qu'il a fait là, parce qu'il est pratiquement dans le cadre de la continuité de ce que nous avions commencé, ce que même nos prédécesseurs avaient laissé. Donc nous sommes dans une même logique, la logique de pouvoir protéger l'industrie locale et la mesure de pouvoir promouvoir l'implantation d'autres industries. Donc personne n'est sorti de ce cadre-là. Je l'encourage et je dois vous le dire que c'est un ami. Et à tout moment, nous sommes en contact avec lui, de sorte qu'il réussisse son mandat à la tête de ce grand ministère. Et si vous avez été demandé de revenir aux affaires, reprendre le ministère de l'Industrie, dites-nous quelle aurait été votre première priorité? Madame, d'abord à ce niveau, je voudrais vous dire qu'après avoir fait plus ou moins 3 ans à la tête de ce ministère, et qu'il y a les autres, je ne peux pas aussitôt commencer à envier de revenir. Au contraire, je dois soutenir celui qui est là pour qu'il réussisse. Parce que quand il réussit, c'est la réussite de nous tous. C'est très bien dit. Monsieur Marcel Ilunga Léou, vous êtes autorité morale du Front national des fédéralistes du Congo, parti allié au FCC. Vous êtes dans le Front commun pour le Congo. Et qui dit FCC dit cache, nous sommes dans ce mariage, cette coalition, disons pour l'intérêt du peuple. Mais dernièrement, nous avons vécu de choses pas très bonnes, de choses compromettantes, de brûlage des effigies, ce qui a vraiment montré que dans la coalition, rien ne marchait. Pouvez-vous nous faire une lecture de ce qui s'est passé, de déclarations à gauche, à droite, parce que pour tout le monde, ça présageait un divorce? Merci beaucoup, madame. C'est vrai, je suis Marcel Ilunga Léou, avec le parti politique Front national des fédéralistes du Congo. Nous sommes bel et bien membres du Front commun pour le Congo. La plateforme dont l'autorité morale est Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie congolaise, et disons le pion qui a pu mettre en place cette alternance pacifique que nous apprécions aujourd'hui. Je voudrais aussi vous dire, madame, que quand nous avons suivi toutes ces déclarations-là, moi, ça ne pouvait pas m'étonner. Ça ne m'avait pas étonné parce que ça m'a déçu au lieu de m'étonner. Je peux vous dire qu'en tant que président du FONAFEC, j'ai fait la rentrée politique dans le Haut-Katanga et dans le Balaba. Et les images ont parlé d'elles-mêmes, madame. Et à tout moment avant ces événements, j'étais en train de prêcher. De prêcher la cohésion. Cette coalition est très sanitaire. J'étais en train de demander aux uns et aux autres de cesser les actes de provocation, de cesser les actes de nature à plonger ce pays dans la détresse, dans le chaos. Et à mon retour seulement du Katanga, madame, nous avons appris qu'il y a eu ce qu'il y a eu à Kolwezi, ce qui est condamnable. Parce que le gouverneur Miyeji avait condamné fermement ça. Et toutes les voix sont élevées. Mais malheureusement,
malheureusement, nous avons entendu des voix s'élever à gauche, à droite, non pas de nature à chercher à calmer les jeux, mais plutôt à attiser le feu. Ça, c'est une situation, madame, qui a été condamnée. Heureusement, nous avons des leaders qui sont tout à fait bien avertis. Vous suivez, nous avons été à l'école de Joseph Kabila Kabange, c'est une école de la patience. Une école où on ne veut pas précéder la parole à tout moment. Il faudrait plus écouter et parler moins. Et nous étions heureux d'entendre le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti de l'extérieur, dire clairement que cette coalition est salutaire et que son prédécesseur ne le gênait pas. Joseph Kabila Kabange, au contraire, avec l'expérience qu'il a, il avait à contribuer, n'est-ce pas, dans l'exercice de fonction du chef de l'État. Mais c'est seulement nous qui sommes des lieutenants, madame, qui ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ça. C'est un peu comme l'homme et la femme qui veulent se marier, ils se mettent ensemble, mais chacun avait déjà ses enfants à côté. Vous mariez, mais que ces enfants ne se comprennent pas, ils ne s'entendent pas. Et madame, ce mariage, apparemment, à cause des enfants, pourrait aussi éclater. Madame, les parents ont l'obligation de pouvoir éduquer les enfants, de mettre les enfants ensemble. Ça, c'est le pouvoir des parents. Et c'est ce que nous constatons dans le chef du président Joseph Kabila Kabange et du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux comprennent le sens de la coalition. Maintenant, il faudrait que nous qui sommes des hauts cadres, dans ces deux grandes formations, dans cette coalition, que nous puissions éduquer nos membres. C'est à ce niveau-là, madame, qu'il y a un problème. Parce que, comment voulez-vous, le matin, d'abord, le chef de l'État, à partir de l'Europe, il dit, nous devons soutenir cette coalition. Et le lendemain matin, à cause de ce qui s'est passé à Kolwezi, du reste condamnable par tout le monde, son lieutenant se met debout, Kabound, pour dire, c'est que nous mettons en garde le FCC. Et puis, il est même allé loin, il a dit que... reprocher, qu'est-ce que vous reprochez au FCC? Les gens doivent aller nager. Madame, on sait seulement quand on allume le feu. Vous apprendrez à nager en plein fleuve. On sait seulement. Est-ce que ça veut dire qu'il est directement en train de vous menacer de mort, vous jeter dans le fleuve? Mais heureusement, madame, au niveau du Front commun pour le Congo, nous avons des hommes politiques expérimentés qui ne peuvent pas le suivre dans ce geste-là. Dans ces soubresauts comme l'a appelé le chef de l'État parti de l'extérieur. Personne ne le suivra sur ce terrain-là. Parce qu'il faut retenir que ce que Joseph Kabila Kabange a fait pour ce pays, madame, ça ne s'est jamais passé auparavant. Combien de dirigeants africains ont décidé de s'éterniser au pouvoir? Combien? Combien ont décidé aller jusqu'au sacrifice suprême? Mais lui là, vous parlez de l'alternance. Démocratie oblige. Mais il y a beaucoup qui n'y croient pas, parce que pour beaucoup jusqu'à présent, Joseph Kabila n'est jamais parti, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige le pays. L'alternance pour beaucoup n'est que mythe. Madame, et les gens ne sont pas habitués, c'est la première expérience que nous parcourons dans notre pays. Nous avions été, avec le chef de l'État, quand j'étais encore au ministère de l'Industrie, à Dar es Salaam. Madame, dans une grande réunion, on a d'abord présenté les anciens chefs d'État. Ils étaient là. Les anciens premiers ministres, ils étaient là. Et ils ont été applaudis comme vous ne pouvez vous l'imaginer, madame. Et ici, chez nous, c'est la première expérience. Nous étions habitués, pour que notre président vienne, il faut que l'ancien soit qu'il puisse fuir, soit il est tué. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle expérience. Nous devons accepter et expérimenter ça. Et c'est là que nous demandons, madame, à tous nos collègues qui sont au FCC, qui sont au cache, de prêcher la paix, de prêcher la cohésion et soutenir cette coalition parce qu'elle est salutaire. Et quand ils verront, nous les lieutenants en train de soutenir ça, vous verrez que la base suivra. Et quand la base suivra, nous entrerons dans la vraie démocratie, telle que l'a souhaité d'ailleurs le président Joseph Kabila Kabange. Parlons un peu de votre parti FONAFEC. Vous étiez hier collaborateur à Kyungu-Wakumwanza. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, vous soutenez Joseph Kabila, vous laissez tomber votre cher ami Kyungu-Wakumwanza. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a séparé? Madame, vous savez que Kyungu, c'est un papa en qui j'avais beaucoup de respect et d'estime.
Et vous le savez vous-même que Kyungo Koumanza, c'est l'homme politique qui a profité tout du régime Kabila. Mais nous avions été totalement déçus de constater que Kyungo Koumanza avait trahi Joseph Kabila Kabange. Nous lui avions donné des conseils et il avait persisté dans sa démarche. Ce qui nous avait poussé avec beaucoup de collègues de le quitter. Et nous l'avions quitté. Non seulement nous l'avions quitté, nous l'avions exclu du parti UNAFEC. Et moi j'ai été élu à l'époque président de ce parti-là. Et jusqu'à ce que, après la Senko, il a été demandé qu'on puisse décrisper la situation et nous avons retourné ce parti. C'est à ce niveau-là que nous avions créé notre parti qui s'appelle FONAFEC, Front National des Fédéralistes du Congo. Donc je ne pouvais pas m'aligner sur M. Kyungo Koumanza qui, après avoir profité du régime Kabila, il était le premier à tirer sur Kabila pour chercher même à le tuer. Ça, je ne pouvais pas accepter, madame. Mais et c'est ça qui m'a séparé de lui. Ce sont de fortes accusations. Ce sont des madame, c'est documenté. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Mais qui avait tué les Kassaïens? Qui était à la base de la mort des Kassaïens en 92? Mais quand même, vous étiez avec lui. Il a en 92, moi, je n'étais pas encore avec lui. Non, mais après ça, moi, parce qu'il a eu un passé. Alors, il a passé cela parce que dans le cadre de ce qu'on appelle la cohésion nationale. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, l'avait protégé. Parce que lui, il était à la porte de la CPI. Il a été protégé. Et quand vous entendez aujourd'hui de sa bouche, lui prétendre que c'est Joseph qui devrait aller à la CPI, madame, c'est le jour et la nuit. Tout simplement, il flatte parce que le président actuel, il est du Grand Kasaï. Or, lui était à la base de la mort de beaucoup de Kassaïens. Donc, il faut encore chercher à se cacher derrière ce combat-là pour encore se faire une place au soleil. Madame, c'est malhonnête parce que même Dieu des ancêtres n'aime pas ça. Non, parce que quand quelqu'un a tué, par exemple, quand vous avez un passé, ce passé reste collé à vous. Même quand vous changez, l'humanité ne croira pas que vous avez réellement changé. Kyungo Koumanza l'a fait dans le passé. Il a fait souffrir, s'il faut le dire comme vous, il a fait souffrir le Kassaïen, mais quand même, vous avez accepté de vous mettre à ses côtés. Vous étiez son collaborateur et le quitter quelques temps après. Et vous voyez que vous n'avez rien fait. Madame, quand quelqu'un répète la même chose, ça ne vaut pas la peine. À ce moment-là, il avait avancé ses arguments, non, c'était pour ceci, cela, et il a été compris. Parce que même Joseph l'avait coopté pour travailler avec lui. N'est-ce pas? Dès lors que Joseph était investi président de la République. Mais, qu'est-ce que nous avons constaté après? Madame, vous avez plus de 90 ans, mais vous continuez à faire la politique active, en train de tirer sur tout ce qui bouge. Non, on ne va pas vous suivre, madame. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes pour. Le soir, vous êtes contre. Alors, vous êtes quel type d'homme? À ce moment-là, nous décidons de nous désolidariser de vous et nous vous laissons continuer votre chemin seul. Donc, voilà. Ce que nous pouvons demander à Kyungo, c'est de comprendre qu'il a déjà pris de l'âge. Et qu'il devrait... Et de prendre sa retraite. Non seulement de prendre sa retraite, surtout de se calmer, de devenir un conseiller, que de devenir quelqu'un qui attise le feu. Même dans ce dossier de ce qui s'est passé au Katanga, je suis persuadé qu'il doit y être. Regarde, suivez les discours qu'il tient là-bas. Il ne tient jamais les discours de cohésion. Non, c'est toujours le discours de séparation. Il est même parmi les gens qui pensent que il faudrait que la confusion puisse s'installer entre l'ancien chef de l'État et le nouveau. Parce que lui ne vit que de ce qui s'appelle confusion. Et pourtant, à son âge-là, il devrait maintenant réconcilier les uns les autres. Comme nous le faisons nous. En demandant qu'il y ait la cohésion, que les gens travaillent ensemble. Mais lui ne le fait pas. Si vous suivez tous ces discours jusqu'à avant-hier, les discours qu'il tient, ce sont toujours les discours de haine, les discours de séparation. Mais vous n'avez pas fait la politique comme ça. Je l'avais dit un jour à quelqu'un que ce monsieur, le jour où il ira, où Dieu l'appellera, les morts vont commencer à fuir.
Ils vont se dire, mais ce monsieur est venu ici. C'est très fort, mais parlant de vous, il y a des gens qui vous critiquent. Ils disent que vous aviez choisi de vous mettre, de vous aligner derrière Joseph Kabila Kabange par intérêt. Vous faites la politique de ventre, la politique pour le poste. Alors, en tout cas, vous n'avez pas de très bons cotes dans la population. Faisons un micro-baladeur. Madame, je peux vous dire ceci. Oui. Que nous, quand nous avions décidé de quitter Kyungu, nous n'étions en contact avec personne au sein de la majorité présidentielle. Avec personne. Okay. Nous avions seulement décidé, nous étions une bonne dizaine. Ce n'était pas seulement moi. Et nous avions décidé au regard de l'acte qu'il avait posé. Nous ne pouvions pas accepter que quelqu'un qui a profité du régime Kabila puisse se décider de le défaire. Et ça, c'est simple à comprendre, madame. Et là, il n'y avait aucun poste. Et je peux même vous dire que nous avons commencé cette action en 2015. Non, en 2014, madame. Sans intérêt. Mais nous avons ravi à Kyungu le parti conformément à nos statuts. Et en dehors de ça, nous nous sommes limités à cela. Et après, comme nous étions à la majorité présidentielle, je n'ai pas été nommé le premier, madame. J'étais resté député national jusqu'en 2016, décembre 2016. Il y avait certains de mes amis qui étaient nommés. Les uns comme commissaires au niveau du Tanganyika, les autres au niveau du Haut-Katanga, les autres comme vice-gouverneurs, ainsi de suite. Ce n'est qu'en 2016, le 31 décembre, qu'il a plu à son excellence Joseph Kabila Kabange de me nommer. Et d'ailleurs pour ça, je le remercie sincèrement. Parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ainsi, je demande à tous mes détracteurs qui vont à gauche, à droite raconter que Léo a tendance à quitter le FCC, qu'ils se trompent. Je resterai toujours loyal à Joseph Kabila Kabange. Je resterai loyal aux idéaux du FCC. C'est mon choix. C'est votre choix. Ça ne se discute pas. Alors, nous prenons notre avion, mesdames et messieurs, pour la province du Haut-Lomami. Vous êtes député provincial. Que se passe-t-il? Ça brûle, les torchons brûlent dans cette province. Le gouverneur, tout le monde a voulu sa tête. Apparemment, cette tête est tombée pour de vrai. Madame, c'est une situation tout à fait regrettable. Le Haut-Lomami, c'est une province que je peux même qualifier de sinistrée. Parce que c'est là parmi les plus pauvres, les 3-4 pauvres provinces de la République démocratique du Congo, dans le sens que c'est une province totalement enclavée. On ne sait pas, quand vous quittez le Lubumbashi vers Kamina, vous vous arrêtez à Ngouba, c'est tout. Le reste, ça devient une route en terre battue. Et quand vous arrivez là-bas, il y a des ponts cassés, par-ci, par-là. Et pour arriver chez moi à Kanyama, je vous assure que c'est pratiquement un calvaire. Et cette province n'a pas besoin de la confusion. C'est une province qui a besoin de voir ses filles et ses fils se mettre ensemble pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir notre peuple, notre province de cette pauvreté. Mais ce qui s'est passé est tout simplement malheureux. C'est malheureux, pourquoi? Parce que cette incompréhension est due au fait des uns et des autres. Vous savez, madame, quand vous êtes gouverneur dans une province, il faut se dire que la première institution de la province, c'est l'Assemblée provinciale. Vous devez à tout prix collaborer avec l'Assemblée provinciale. Vous devez vous mettre sur la même lignée, de sorte que vous puissiez avancer ensemble. Comment voulez-vous? Parce que nous l'avons appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que le gouverneur aurait nommé son gouvernement, et avant même d'aller présenter son projet de société pour qu'il soit investi par l'Assemblée provinciale, ces ministres partaient déjà en mission. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est ce que nous avons appris. Mais, même si cela s'est fait, il fallait que les gens se mettent ensemble pour qu'on puisse regarder tous dans la même direction. Il a voulu gérer la province comme si c'était sa propre maison, sa famille. Une crise, quand elle s'installe, madame, elle est dure. Et c'est la population qui en pâtit. Ça, c'est ça le souci. Et j'en appelle à tous les notables du Haut-Lomami qu'ils se mettent ensemble. Qu'ils mettent leurs divergences de côté pour trouver une solution le plus rapidement possible pour que la province avance.
Alors, nous l'avons suivi, mais beaucoup ne le savent pas. Qu'a-t-il fait réellement le gouverneur de cette province? En 2-3 mots seulement, que les gens comprennent, il a mal géré en faisant quoi exactement? Qu'est-ce qui lui est réellement reproché? Madame, nous avons lu comme vous, comme tous les autres, la motion. Dans cette motion, il y a des faits qu'on reproche au gouverneur. Et c'est vrai ou faux. Et ce n'est que le gouverneur lui-même qui devrait aller à l'Assemblée pour aller dire le contraire. Donc c'est là qu'on le reproche que voilà, il a nommé un gouvernement et avant que ce gouvernement ne soit investi, le gouvernement a commencé à travailler en ignorant l'investiture de l'Assemblée. Bon, au détournement, au ceci, cela. Bon, tout ça, madame, nous ne pouvons pas le dire. Ça me rend tout simplement malheureux et je demande aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin et de sorte que les notables se mettent ensemble afin qu'on trouve la solution à cette question, qu'on mette notre province sur le rail. Le budget de l'État, Ilunkamba, s'il faut le dire, déposé sur la table de l'Assemblée nationale, le projet budgétaire sous examen. Nous avons suivi, vous l'avez aussi suivi. Quelle est votre lecture? D'abord, je voudrais féliciter le professeur Ilunkamba pour avoir compris, n'est-ce pas, le sens de la démarche du chef de l'État et nous ramener un budget évalué à 10 milliards de dollars américains. C'est une bonne chose, madame. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les prévisions, c'est une chose, mais les réalisations, c'est une autre chose. Il faudrait absolument qu'il y ait des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mobilisation des ressources pour atteindre ce budget-là. Parce que déjà même à l'époque, nous avions souvent un budget de 5 milliards ou de 6 milliards, mais dans les réalisations, on n'atteignait jamais les prévisions. Or, dans notre pays, avec tout ce qu'il y a comme attente de la population, si on n'arrive pas à atteindre ces réalisations-là, ça risque d'être catastrophique. Vous avez vu vous-même la mesure la plus sanitaire qui a été prise par le chef de l'État en rapport avec la gratuité de l'enseignement de base. Mais cette gratuité nécessite de l'argent. Donc, je suis parfaitement d'accord que le budget aille à 10 milliards et même un peu plus, mais il faut des mesures d'encadrement pour que on puisse effectivement récolter ces fonds-là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un budget de 10 milliards et dans les réalisations, vous ne réalisez que 4 milliards ou 5 milliards. Là, ça risque d'être catastrophique. Sinon, j'encourage le gouvernement et nous soutenons le gouvernement. Nous voulons bien que le gouvernement arrive à mobiliser plus dans l'intérêt de la population. Alors, on va vous permettre de regarder un peu chez le voisin, de regarder un peu chez les gens de la Mouka. Que se passe-t-il? Martin Fayoulou propose un plan pour sortir de la crise, et tout de suite, ses frères d'une même famille, ses frères sautent dessus, ils disent c'est son propre plan, ça ne nous concerne pas, mais quand même, selon lui, étant congolais, il veut que le Congo sorte de la crise. Vous avez suivi, vous êtes bien informé, vous êtes politique, quelle est votre appréciation de ce geste de Martin Fayoulou? Madame, c'est ça même la beauté de la démocratie. Parce que la démocratie, chacun peut donner son point de vue. Mais nous avons dans ce pays des institutions, madame, qui fonctionnent normalement. S'il y a des réformes, comme M. Martin Fayoulou le veut bien, mais il a des députés au sein de l'Assemblée. Il n'a qu'à donner ces réformes-là aux députés, ils s'en approprient et ils vont les défendre au niveau de l'Assemblée. Mais personne ne peut l'empêcher, n'est-ce pas, à donner son point de vue. C'est en démocratie. Il est libre de donner son point de vue. Mais ce qui nous importe plus, c'est qu'il faut que chacun qui donne son point de vue le donne d'une manière démocratique. Il ne faudrait pas chercher à mettre les bâtons dans les roues aux institutions légalement établies. Parce que nous avons besoin que ces institutions travaillent convenablement. Commençant par la présidence de la République, passant par le gouvernement, l'Assemblée, disons le Parlement, de manière générale, ainsi que tout le monde à l'intérieur du pays. Donc nous voulons bien que chacun donne son point de vue, mais d'une manière tout à fait démocratique. Personne ne peut lui empêcher, mais les institutions existent. Personne ne peut créer encore une autre institution pour faire les réformes. Ça sera une institution de trop.
Et ce n'est même pas prévu, ni dans la Constitution, ni dans les textes qui nous régissent, madame. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons vous permettre de dire un mot de séparation juste pour aujourd'hui. Nous avons évoqué autant de sujets, le projet de loi budgétaire déposé à l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la coalition FCC Cash et tant d'autres sujets. Alors, vous êtes ancien ministre de l'Industrie. Un mot sur l'industrie actuelle et un mot sur la politique étant homme politique. Merci madame. Je crois que sur la politique de l'industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, je félicite et je soutiens mon prédécesseur, mon successeur plutôt, dans le travail qu'il mène. Nous allons le soutenir pour qu'il puisse mener à bien son travail. Parce qu'il faut savoir que l'industrie a deux volets importants. D'abord, la protection de l'industrie qui existe déjà, et ensuite faire de sorte qu'il y ait de nouvelles industries. Ça se résume en deux mots. Et il le fait bien, il a mon soutien, il a le soutien de toute la population pour qu'il réussisse. En ce qui concerne la politique, madame, je voudrais inviter les uns les autres, que ce soit nous qui sommes au cash, et que ce soit nous qui sommes au FCC, et ceux qui sont au cash, nous tous faisons partie de la coalition, nous avons tout intérêt à protéger cette coalition. Parce que personne ne sait, madame. Qui sait que demain ou le lendemain, la coalition ne présentera pas un seul candidat aux élections présidentielles. Donc nous devons intérioriser la volonté de nos leaders. D'un côté, nous avons Joseph Kabila Kabange, qui est le chef, l'autorité morale du FCC, et nous avons le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité morale du cash. Il nous réserve encore des surprises. Soyons derrière leur vision, parce que 2023 c'est encore loin. On ne devrait même pas parler des élections aujourd'hui. On doit parler de l'amélioration des conditions de vie de la population. Quand je vois les professeurs s'élever de part et d'autre, commencer à interpréter même ce qui n'est pas interprétable, madame, ça démontre le niveau que le Congo a atteint. Soyons derrière nos leaders, suivons leur regard, suivons leur comportement pour qu'on avance. Parce qu'ils sont toujours capables de nous surprendre. En 2023, la coalition présente un seul candidat aux élections présidentielles. Merci. Parole du député provincial du Haut-Lomami, ancien ministre de l'Industrie 2016-2019. Il a, outre ses postes, assuré les fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, autorité morale du Front national de fédéralistes du Congo, FONAFEC, en sigle regroupement, qui est dans le regroupement FCC, ADRP FCC. Ok, nous vous disons merci. Il est ancien député national également. Merci, monsieur Marcel Ilunga-Léou, d'être passé dans ce plateau de Discas. Je voudrais vous féliciter. Je sens que c'est un bon cadre et il faut continuer comme ça pour informer la population. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Vous nous avez regardé à Brazzaville et partout. Merci de votre fidélité à BIC. Merci à toute mon équipe technique chapeautée par Patrick Komba. Merci à la main de Scotty Mukankole. Restez branchés sur BIC TV et à la prochaine, ça sera avec deux invités qui auront encore et encore de la matière. Discas est là pour vous. Au revoir.